Bienvenue pour ce nouveau plateau de TV Sian, en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud, en compagnie de Mourad Benoussad, enseignant-chercheur à l'INP ENIT, l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. On va découvrir avec vous une robotique d'un nouveau genre, la robotique d'interaction. Qu'est-ce que c'est qu'une robotique d'interaction? Alors, bonjour tout le monde. La robotique d'interaction, comme nous on l'entend, c'est une partie de la robotique collaborative. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cobo, de cobotique. Nous, la robotique d'interaction, on s'intéresse plus à l'interaction physique comme robot, parce qu'il y a des domaines où la robotique a besoin d'être proche de l'homme, parce que l'homme peut apporter quelque chose de plus intelligent au robot que le robot ne peut pas faire, alors que le robot peut apporter à l'homme quelque chose de l'ordre du physique, de portage des charges, etc. Donc voilà, Donc on est dans une interaction homme-machine. Interaction machine, mais physique. Nous, on s'intéresse au physique, mais il existe aussi d'autres types de robotique, d'interaction, où l'interaction elle est sociale ou autre, ce qui est une chose auquel on ne s'intéresse pas nous. Est-ce qu'on parle aussi des interactions entre robots? Ça, on en parle. Peut-être pas nous. Disons que le challenge entre l'interaction entre robots, peut-être c'est un challenge qui était un peu du passé parce qu'il existait déjà. Parce qu'à partir du moment où on peut contrôler les deux robots, on part du principe que la tâche est un peu simplifiée. Alors que le fait de mettre un robot et un humain ensemble, du fait que l'humain ne peut pas le contrôler, c'est un challenge quand même. Ça crée de l'incertitude, ça crée des problématiques auxquelles on n'a pas pensé forcément dans le passé, parce qu'on a toujours isolé les robots des humains. Pourquoi ce projet et en quoi est-il original? Je pense l'originalité, ou en tout cas la difficulté, du coup l'originalité, ça vient du fait que d'inclure l'humain dans cette boucle d'interaction et surtout de s'y intéresser davantage, parce que y a des chercheurs par le monde, même des industriels, qui s'intéressent à l'interaction physique homme-robot, mais qui considèrent l'humain comme une perturbation extérieure ou comme un organe externe auquel il faut juste tenir compte des forces. Alors que nous, on veut davantage s'intéresser à l'humain comme étant une partie du système, parce qu'il y a des gens qui travaillent sur l'humain en tant que système déjà en soi. Et donc, on veut inclure de plus en plus cette connaissance de l'humain, de la biomécanique humaine, par exemple, dans ce processus robotique d'interaction. Ça veut dire que dans cette recherche, vous avez des équipes pluridisciplinaires? Exactement. Donc, nous, on essaie de collaborer beaucoup avec, alors peut-être pas chez nous, mais on essaie de chercher des chercheurs par ailleurs. Par exemple, on fait des travaux de collaboration avec un collègue à Toulouse, à Olas, un biomécanicien, qui travaille avec des roboticiens, parce que les approches, des fois, d'autres disciplines peuvent vous apporter d'autres points de vue, d'autres approches auxquelles nous, on ne pense pas forcément. Et par le passé aussi, j'ai un passé entre guillemets, de biomécanicien, parce que je travaille beaucoup sur les muscles humains et sur la modélisation musculo-squelettique. Des ergonomes, des psychologues, est-ce que ça fait partie de vos équipes? Tout à fait. Là, en ce moment, par exemple, on a soumis déjà des projets de recherche avant, mais on le refait là en ce moment. On est en contact avec un collègue à Marseille qui est l'Institut ISM, qui sont plutôt des gens des sciences de la physiologie, de la biomécanique humaine, de l'ergonomie. Ils s'intéressent à l'ergonomie, pas forcément que physique, mais aussi psychologique. Ils s'intéressent à tout ce qui est impact. Qu'est-ce que le robot va apporter à l'humain d'un point de vue impact et positif et négatif? Parce qu'il ne suffit pas de mettre un robot et de voir que le robot fonctionne bien pour dire que l'humain est bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le robot apporte vraiment quelque chose et non pas quelque chose de spectaculaire qui finalement n'apporte pas davantage à l'humain, le fatigue plus qu'autre chose. Voilà. Qui sont vos partenaires aujourd'hui et qui seront-ils demain? Alors, les partenaires aujourd'hui, parce que ça fait pas longtemps qu'on travaille dans ce domaine et on progresse pas mal, c'est beaucoup des partenaires de recherche académique en France, en Europe et même de par le monde. On fait pas mal de workshops à l'international pour essayer de voir ce qui se fait ailleurs, parce que c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils font les autres et ça fait partie de l'état de l'art. Ça nous intéresse aussi de nous rapprocher des industriels. On n'en a pas beaucoup, on en a à l'étranger. On a en Allemagne, par exemple, le groupe SEMA avec qui on monte des projets. Mais en fait, en interagissant avec les industriels, c'est intéressant de savoir quels sont parce que nous, on est en recherche, on a les problématiques, mais on ne connaît pas l'utilité, les use cases. Et les industriels, souvent, nous apportent des use cases et vice-versa. Des fois, nous, on leur apporte ce qu'on peut faire et ça leur fait penser à des use cases. Alors, je ne sais pas si ça répond à… Alors si, et même je poursuis par une deuxième question, en quoi ça répond à une problématique de l'usine du futur? Voilà. Alors, l'usine du futur, aujourd'hui, je dois avouer que je ne suis pas
trop au point, mais ce que je sais de l'usine du futur, c'est que l'humain, il est central. Il est au centre de l'usine du futur, il doit intervenir, il n'est pas observateur, juste. Donc l'humain peut être acteur et superviseur. Donc du moment où on met l'humain dans la boucle, on ne peut pas se dire, bon, on laisse les robots de côté, ils travaillent dans leur coin, les humains dans leur coin. Il y a des activités dans l'industrie, dans tous les domaines, même dans le médical, je pourrais dire un mot après, euh, où l'humain et le robot doivent vraiment faire des choses ensemble, parce que l'humain peut apporter un côté expertise, parce qu'il sait où il doit aller, la décision, parce qu'il y a un côté éthique aussi. Le robot ne doit pas décider à notre place, on doit décider quand même avant pour les robots, et le robot doit devenir un outil pour porter la charge, etc. Donc, quelles sont les activités? Il y a des domaines où, par exemple, d'assemblage, où l'expertise humaine est nécessaire, où l'humain, ce qu'il doit apporter est vraiment minime, alors que faire cette problématique par des robots est très complexe, parce qu'il faut de l'interprétation d'image, etc. Et des fois, rien qu'une petite collaboration entre un humain et un robot, et sachant que l'humain est très intelligent et s'adapte aussi, des fois, ça apporte beaucoup de plus-value. Voilà. Où est-ce que vous en êtes du projet? C'est quoi les grandes étapes? Voilà. Alors, nous, on a quelques thèses qui fonctionnent. Alors, c'est vrai, on travaille sur 2 domaines. Disons qu'on travaille pas mal sur les robots, comment on peut les adapter pour qu'ils soient, on va dire, plus proches de l'homme sans les blesser. Parce que jusqu'à maintenant, on s'intéressait aux robots pour qu'ils fassent des tâches rapides, mais tant pis si on est au milieu, on est pris dans la charge, on va dire c'est un accident. Et en général, la réglementation ne permet pas d'intervenir quand le robot fonctionne en cycle. Mais par contre, nous, en quoi on s'intéresse, c'est déjà rendre cette robotique-là, cette commande robotique plus sûre pour l'humain. C'est-à-dire, si on interagit physiquement, on ne peut pas se permettre qu'un robot blesse un humain ou lui fasse mal ou le brutalise physiquement. Et donc, on s'intéresse au côté robotique, au niveau commande, pas au niveau conception, parce qu'en général, les robots sur lesquels on travaille, c'est des robots plutôt industriels, etc. Et surtout pour s'adapter à la clientèle industrielle, parce que l'industriel, quand il fait appel à nous, il va nous apporter ses propres robots et on va travailler dessus. Par ailleurs, les choses auxquelles on aimerait travailler, on commence à travailler, c'est le côté humain. C'est-à-dire, côté humain, comment on peut l'inclure, en tenir compte, et surtout le côté impact, c'est-à-dire cette robotique-là, qu'est-ce qu'elle va apporter de positif et négatif à l'humain. Et pour ça, il faut de l'expérimental, de tester sur plusieurs humains. Les humains sont très différents. Si je teste moi-même, et moi j'ai mon thésard qui fait des tests sur lui-même, sachant que ce n'est pas un sujet naïf, et il fait des tests comme il peut, mais une étude avancée serait de tester sur plusieurs humains, de faire des analyses qualitatives, quantitatives de cet impact vraiment. C'est ce que vous allez faire? C'est exactement ce qu'on est en train de faire et ce qu'on continue à faire et ce qu'on continuera à faire. Quand est-ce qu'on pourra voir tout ce projet en déploiement? Oui, alors aux recherches, en général, c'est pas de la superstition, mais on n'aime pas dire que le projet est fini, sinon on n'a plus de boulot. En fait, le travail, ça continue, c'est toujours comme ça. On finit quelque chose, on pense déjà à la problématique suivante. Si on règle toutes les problématiques, on n'a plus de boulot. Donc, disons que tout le temps, on a des choses nouvelles. Et maintenant, en regardant en arrière, c'est vrai qu'on avance au jour le jour. Donc, on regarde en arrière, on ne se rend pas compte, mais en regardant en arrière, on se rend compte qu'on a fait pas mal de progrès déjà. On fait des choses dont on est fier déjà. Bon, là, je n'ai pas l'occasion de vous présenter des vidéos, mais on a des vidéos qu'on met en ligne, des fois dans les salons, dans les journées portes ouvertes, qu'on met au grand public, parce que l'avantage avec l'interaction homme-robot, c'est qu'on le voit, en fait, on voit la réalité. Alors, des fois, on ne voit pas l'application forcément. La dernière fois, on avait fait, il n'y a pas longtemps, la fête de la science, il y avait des enfants qui venaient interagir avec un robot, ils se rapprochaient d'un robot et le robot s'éloignait. Et beaucoup disaient à quoi ça sert dans l'industrie. Et en fait, dans l'industrie, c'est tout simplement pour partager l'espace, c'est déjà énorme. Un robot qui manipule des pièces et un humain qui manipule des pièces. Et si un robot veut poser une pièce et que l'humain est là, le robot doit s'écarter. Ce n'est pas à l'humain de le faire. Donc, ça, c'est déjà une révolution. Donc ces choses-là, on y travaille, on a des résultats et on continue à travailler. Comment est-ce qu'il apprend tout ça, le robot? Alors, je sais que on va vers ce domaine de l'apprentissage. Je sais qu'il y a des personnes, des chercheurs qui travaillent sur le domaine de l'apprentissage. Nous, on ne prétend pas travailler sur l'apprentissage au sens intelligence artificielle. Nous, on travaille plutôt sur des modèles physiques et tout ce qu'on commande avec le robot est déterministe, c'est-à-dire basé sur des modèles physiques. C'est-à-dire ce que le robot veut faire, on peut presque le prédire. C'est-à-dire il est répétitif, etc. Parce qu'avec ça, on peut garantir ce que le robot va faire. C'est-à-dire il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de surprise, entre guillemets, même si les cas de figure sont infinis. Mais il n'y a pas un résultat qui correspond qu'on n'arrive pas à interpréter. Tout peut être interprété par la physique. Après, je peux comprendre qu'il y a des domaines, il y a des situations où il y a plein de choses, il y a plein de modèles, plein d'interactions très complexes, où l'apport de l'apprentissage au sens IA, au sens scientifique de base, pas l'IA d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on met tout dans l'IA,
je peux comprendre que cette IA-là peut apporter quelque chose que nous, on ne peut pas résoudre. C'est peut-être une interaction à imaginer? C'est possible parce qu'on nous, on n'écarte pas ça, on n'est pas dogmatique sur ce niveau parce que nous, on veut résoudre des problématiques. Là, on sait faire des choses. Demain, on saura faire autre chose parce qu'à chaque fois qu'on a une problématique, on essaie de la résoudre du mieux possible. Donc, on n'est pas fermé. Déjà, on interagit avec beaucoup de collègues qui travaillent sur ces domaines-là, qu'eux peuvent résoudre des choses à un niveau supérieur. On a un collègue chez nous qui travaille sur l'aspect planification de trajectoire, par exemple, mais pas de l'interaction homme-robot, mais de l'interaction humain-système virtuel, et dans lequel il y a un planificateur qui génère des trajectoires et qui aide l'humain, qui suggère des choses à l'humain, l'humain peut suivre ou pas. Et c'est basé sur l'IA. Donc, il utilise beaucoup des aspects de l'IA. Merci beaucoup pour vos explications, Mourad Benmoussad, et je serai ravie de vous accueillir sur ce plateau prochainement avec cette plateforme en démonstration. Merci à vous. Merci. Merci.